Il est 23 h au Caire en Égypte, 22 h à Libreville au Gabon. C'est l'heure du journal, vous l'avez compris. Bonsoir à tous et bienvenue sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. D'abord, l'Égypte et ses 12 peines pour Mohamed Morsi. La peine de mort de l'ex-président a été confirmée ce mardi par un tribunal égyptien et presque en simultané, le premier chef d'État égyptien élu a été condamné à de la prison à vie pour espionnage. Plus de précisions dans ce reportage. Ce mardi, le juge Chaban El-Chami a confirmé la condamnation à mort de l'ancien président égyptien Mohamed Morsi pour une évasion en 2011. Destitué en 2013 par l'armée, l'ex-président islamiste a aussi été condamné un peu plus tôt dans la journée à la prison à vie pour espionnage. La peine de mort dans ce troisième procès a été confirmée après que le tribunal eut recueilli l'avis non contraignant du moufti d'Égypte. Outre Mohamed Morsi, des dizaines d'autres accusés ont été condamnés à mort, dont le guide des frères musulmans Mohamed Badi et les hauts responsables de la confrérie. Toutefois, ces 3 verdicts sur les 5 procès qui sont intentés à Morsi sont cependant susceptibles d'appel car ils ont été prononcés en première instance. Dès l'annonce de la sentence, les réactions ne se sont pas fait attendre. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a sévèrement dénoncé le verdict de la justice égyptienne, le qualifiant de massacre contre les droits fondamentaux et les libertés. Par ailleurs, il a appelé la communauté internationale à agir. Depuis la destitution de Mohamed Morsi par l'ex-chef de l'armée et actuel président Abdel Fattah al-Sisi, ses partisans sont la cible d'une sanglante répression dans laquelle au moins 1400 manifestants islamistes ont été tués et plus de 40 000 autres ont été arrêtés. Pour nombre d'observateurs, son régime est plus répressif que celui d'Hosni Moubarak qui a dirigé pendant 30 ans le pays. L'Union africaine a annoncé ce lundi au cours d'une conférence de presse l'envoi d'observateurs des droits de l'homme et d'experts militaires au Burundi. Objectif, superviser le désarmement des groupes affiliés aux partis politiques et rediscuter le calendrier des élections. Les détails avec Dina Koussou. Consciente de la crise que traverse le Burundi depuis plusieurs mois, l'Union africaine s'est engagée ce lundi au cours d'une conférence de presse à envoyer sur le territoire burundais des observateurs des droits de l'homme et des experts militaires qui devront relancer les négociations du calendrier des élections avec les différentes sensibilités et aussi faciliter le désarmement des groupes affiliés aux partis politiques. 2 actions inscrites dans les griefs de l'opposition burundaise. Au Burundi, nos chefs d'État ont décidé le déploiement d'experts militaires de l'Union européenne qui viendront de la région et d'autres régions du continent en collaboration avec le gouvernement et les autres acteurs concernés pour contrôler le processus de désarmement des milices et des groupes armés. Ce groupe d'experts, dont l'ampleur sera déterminée par le président de la Commission après consultation avec la région, soumettra des rapports réguliers sur la mise en place du processus de désarmement. C'est plus de 50 experts qui seront déployés au Burundi, avec pour mission d'observer le pays, d'accompagner la police, mais surtout d'établir les bases d'un véritable dialogue pour que la paix soit préservée. Une décision qui ne semble poser aucun problème au gouvernement de Bujumbura. Économie à présent hors du continent africain en France. Air France, qui peine à revenir à l'équilibre financier, a annoncé lundi de nouvelles mesures d'économie, dont des fermetures des lignes et un recours juridique à l'encontre du syndicat majoritaire chez ses pilotes. Judith Koindo. La compagnie aérienne filiale du groupe Air France KLM, engagée dans un vaste plan de restructuration, a enregistré des résultats inférieurs à ses attentes sur les 5 premiers mois de l'année et doit économiser quelques 80 millions d'euros supplémentaires pour tenir ses objectifs pour 2015. Plusieurs mesures d'adaptation ont été décidées à ce propos, dont la fermeture à l'hiver 2015 de 4 lignes longs et moyens courriers déficitaires. Outre ces fermetures de lignes, des réductions de fréquences ou de modules sur d'autres lignes fortement affectées auront lieu avec le Japon, le Brésil et la Russie. De nouvelles initiatives de réduction des dépenses externes et des achats généraux seront également mises en œuvre. Le but est de rattraper 80 millions d'euros pour se caler sur l'objectif de 2015. Air France ajoute
avoir lancé en parallèle une revue détaillée de son plan d'investissement qui porte notamment sur la sortie anticipée d'un 3e Airbus A340 et des scénarios de report de livraison d'avions long courrier Airbus A350 et Boeing 787. Les annonces de la direction ravivent les tensions avec les pilotes qui ont déjà mené une longue grève de 2 semaines en septembre pour s'opposer aux conditions de développement de la filiale à Bakou Transavia France. Pour la secrétaire générale du SNPL Air France, Véronique Damon, la décision de la compagnie arrive clairement comme un coup de tonnerre. Faisant part de son étonnement total, elle déplore le fait que la compagnie adopte cette attitude extrêmement agressive à 2 jours de l'ouverture des négociations du plan Perform. Et pour terminer, dans la rubrique 7 en plus du journal de 20h, Dina Koussou était l'invité de Carnot Atomengue pour parler de la dernière sortie de Robert Mugabe qui poursuit sa défiance envers les institutions multilatérales. Mugabe a ouvertement critiqué la Cour pénale internationale pour ses positions plutôt partiales sur des affaires concernant des personnalités africaines, des déclarations qui interviennent juste après la demande d'arrestation du président soudanais Omar El-Béchir, venu prendre part au sommet de l'Union africaine. L'entretien, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir. Merci d'être arrivé sur ce plateau. C'est un dossier que vous suivez depuis quelque temps, les réactions de Robert Mugabe, mais également le déroulement du sommet de l'Union africaine en République sud-africaine. Alors qu'est-ce qui peut aujourd'hui justifier la réaction de Robert Mugabe, le chef de l'État zimbabwéen? Alors c'est un constat de plus en plus partagé par de nombreux Africains sur le continent noir, comme on l'appelle ainsi, à savoir la Cour pénale internationale serait un instrument créé uniquement pour juger les personnalités du continent africain au regard des différents procès enregistrés depuis sa création en 2002. Un avis confirmé récemment, vous l'avez vu dans mon reportage, par le président de l'Union africaine, par ailleurs président du Zimbabwe. Il a confirmé, je veux dire, ce point de vue en s'affichant clairement, en dénonçant, on va dire, la position de la Cour pénale internationale qui a récemment réclamé à l'Afrique du Sud lors du sommet de bloquer, sinon retenir le président soudanais Omar El-Béchir sur son territoire sous prétexte qu'il serait, sinon il est présentement sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Il est accusé de génocide dans son pays et le président Mugabe, qui est un panafricaniste qui vante des valeurs, qui défend l'Afrique entière et qui estime que les Occidentaux ont une certaine mainmise, et cette certaine mainmise s'applique au niveau de la Cour pénale internationale. C'est exprimé, sinon il a estimé que c'était pour lui une déception de voir ce qui s'est fait à l'endroit justement du président soudanais Omar El-Béchir. Ajouté à cela, il s'est clairement prononcé contre la Cour pénale internationale qui aujourd'hui, il faut le dire quand même, elle est très critiquée par une frange importante de la population. Effectivement, je le disais il y a un instant, je disais que Robert Mugabe avait déjà en février dernier invectivé la Cour pénale internationale. Il avait d'ailleurs menacé de claquer la porte de la Cour pénale internationale en sa qualité de président de l'Union africaine. En réalité, les autorités sud-africaines avaient-elles le devoir de mettre aux arrêts Omar El-Béchir lors de son séjour en Afrique du Sud? Alors, dans le règlement de l'Union africaine et conformément à l'accord signé par l'Union africaine et l'Afrique du Sud, dans la logique, le président soudanais Omar El-Béchir n'est pas en visite officielle en Afrique du Sud, mais il est plutôt là pour le sommet organisé justement par l'Union africaine. Donc la charte qu'a signée ou qu'a paraphé l'Afrique du Sud, la charte qui est en rapport avec l'Union africaine et qui fait de l'Afrique du Sud le pays hôte en termes d'organisation d'événements de cette institution africaine, pousse, sinon met l'Afrique du Sud dans une position difficile, dans ce sens que l'Afrique du Sud ne peut pas, sinon la justice sud-africaine ne peut pas s'impliquer dans les affaires de l'Union africaine si ce n'est pas une instance judiciaire
judiciaire de l'Union africaine qui s'applique là-dessus. Et comme je le disais tantôt, le président Omar el-Béchir est venu pour la circonstance, il est venu pour l'Union africaine et non pour l'Afrique du Sud. Donc il n'y avait pas de raison, sinon il n'y a pas de raison que les autorités judiciaires sud-africaines, notamment la Haute Cour de Pretoria, s'emparent de la situation afin justement de sanctionner le président soudanais qui, comme je le disais tantôt, n'est pas venu pour visiter l'Afrique. Alors, dernière question au regard des critiques qui sont portées sur La Haye par un bon nombre de personnes, une bonne frange de population du continent africain. Pensez-vous, Dina Koussou, que l'Afrique gagnerait en se dotant de sa propre cour de justice ? C'est une proposition qui avait été faite par le président Kenyatta lorsqu'il avait comparu devant la Cour pénale internationale. Lorsqu'il était rentré dans son pays en s'adressant à ses pairs, il avait justement invité ses pairs à penser à la création d'une cour spéciale qui est de l'Afrique et même à sortir de la CPI sinon un avis qui avait été aussi soutenu par le nonagénaire, notamment Robert Mugabe, qui aujourd'hui ne fait qu'affirmer cette position. Je vais peut-être rappeler quelques détails aux téléspectateurs qui nous suivent, mais vraiment rapidement. Depuis 2003, il faut dire que sur les 8 dossiers enregistrés, les 8 dossiers justement sont en rapport avec l'Afrique. Pendant ce temps, nous avons la Syrie, c'est près de 200 000 morts et rien ne se passe. En Irak, c'est 22 000 morts. En Birmanie, c'est 3 000 morts. En Afghanistan, c'est 90 000 morts. Vous comprenez que l'Afrique est plus exposée pendant que les autres parties du monde sont exemptes, on va le dire comme ça, des sanctions de la Cour pénale internationale. En ce qui me concerne, oui, pour une Cour pénale internationale indépendante, mais non pour une Cour pénale internationale qui serait l'instrument des chefs d'État africains. Dina Koussou, merci d'être arrivée sur ce plateau. Voilà, ainsi s'achève cette édition d'information du soir. Merci d'avoir été des nôtres. L'actualité continue sur Canal 7. Bonsoir.